Le 2 février 1943, dans le sous-sol d'un grand magasin en ruine situé au cœur d'une ville réduite à un champ de ruines, un maréchal de l'armée la plus puissante du monde sortit dans le froid, les mains vides. Dehors, des soldats soviétiques l'attendaient. 330 000 hommes étaient entrés dans cette ville. Seuls 6 000 d'entre eux reverraient un jour l'Allemagne. La 6e armée allemande n'a pas été vaincue en terrain découvert. Elle n'était ni en infériorité numérique, ni en matière d'armement. Elle a été anéantie par une ville qui refusait de mourir, par un hiver impitoyable, par un encerclement que ses propres commandants ont mis trop de temps à croire possible, et par les décisions d'un homme qui n'aurait jamais dû occuper ce poste de commandement. Pour comprendre ce qu'était la 6e armée allemande à l'apogée de sa puissance, il faut remonter bien plus loin que Stalingrad. Il faut remonter à la nature même de la doctrine qui l'animait, aux hommes que cette doctrine avait formés, au laboratoire historique où on mûrit les idées qui allaient transformer le combat moderne. L'Allemagne était passée d'une armée de 100 000 hommes, limite imposée par le traité de Versailles en 1919, au déploiement de millions de soldats en moins d'une décennie. Cette transformation fut logistique et industrielle, mais aussi et surtout doctrinale. L'armée que Versailles avait laissée en vie, la Reichswehr de 100 000 hommes, fut paradoxalement le laboratoire où mûrirent les idées qui allaient la transformer. Privés de la possibilité de disposer de chars de combat, d'aviation militaire et d'artillerie lourde, les officiers de la Reichswehr consacrèrent les années 1920 à l'étude. Ils étudièrent la guerre qu'ils venaient de perdre. Ils cherchèrent les raisons de l'effondrement allemand en 1918. Ils analysèrent les expériences des Britanniques et des Français en matière de blindés et parvinrent à des conclusions que leurs rivaux européens mirent des décennies à assimiler. Mais il y avait quelque chose d'encore plus fondamental, quelque chose qui est souvent omis lorsqu'on décrit l'armée allemande de cette époque, l'Auftragstaktik, la tactique de mission. Son histoire est plus ancienne que le XXe siècle. Ses racines se trouvent dans les réformes militaires prussiennes de la première moitié du XIXe siècle, dans la pensée de Karl von Clausewitz et dans la pratique opérationnelle du maréchal Helmut von Moltke, l'Ancien, pendant les guerres d'unification allemande. L'Auftragstaktik partait d'un postulat que ses rivaux avaient du mal à accepter. Le champ de bataille est intrinsèquement chaotique et imprévisible, et tout plan détaillé commence à se dégrader dès l'instant où le contact est établi avec l'ennemi. Par conséquent, la solution ne consistait pas à planifier plus en détail, mais de former les officiers à tous les échelons à faire preuve d'initiative dans le cadre des objectifs généraux assignés. Dans l'armée allemande de 1939 à 1942, un commandant de bataillon qui identifiait une opportunité sur le champ de bataille avait non seulement l'autorité, mais aussi l'obligation d'agir sans attendre d'ordre de ses supérieurs. On lui assignait un objectif, pas une méthode. L'initiative était une vertu fondamentale. Un commandant qui attendait des instructions détaillées alors que la situation évoluait était considéré comme un échec, quel que soit son grade. Un commandant qui agissait sans ordre, mais qui identifiait correctement l'objectif supérieur et contribuait à sa réalisation, était félicité, même s'il avait enfreint la lettre du plan. Cette culture formait des officiers subalternes capables de prendre des décisions rapides et judicieuses sous pression, ce qui permettait aux unités allemandes d'agir avec une rapidité et une coordination que leurs ennemis mirent des années à comprendre et encore plus de temps à imiter. Le système de formation qui produisait ces officiers était tout aussi exigeant. La Kriegsakademie, l'académie de guerre, sélectionnait ses candidats au moyen d'une série d'épreuves qui duraient des mois et qui évaluaient non seulement les connaissances tactiques et opérationnelles, mais aussi la capacité de raisonnement sous pression, la clarté de l'expression écrite, la compréhension géographique et logistique, ainsi que le jugement indépendant. Les officiers sélectionnés passaient des années à apprendre à rédiger des ordres concis, à analyser des situations tactiques complexes, à appréhender simultanément les perspectives des échelons supérieurs et inférieurs. Il en résultait un corps d'officiers professionnels dont la compétence technique était, entre 1939 et 1942, sans équivalent dans le monde. La 6e armée fut officiellement créée en octobre 1939, quelques semaines à peine après la fin de la campagne de Pologne. Elle ne surgit pas de nulle part. Il s'agissait de la réorganisation de la 10e armée qui avait combattu sur ce premier front de la guerre,
transféré vers l'ouest le 10 octobre 1939 et rebaptisé sous le commandement du général d'infanterie Walter von Reichenau. Dès sa création, elle a fait sienne cette philosophie. Walter von Reichenau était né en 1884 à Karlsruhe, fils d'un officier de carrière prussien. C'était un homme qui incarnait les contradictions de l'officier allemand de cette époque, un brillant stratège, un technocrate militaire convaincu, un athlète rigoureux qui courait sur des distances considérables et pratiquait des sports d'endurance à un âge où ses collègues préféraient les échecs et le casino des officiers. Et en même temps, l'un des officiers les plus engagés idéologiquement envers le régime nazi au sein du haut commandement allemand. Contrairement à la plupart de ses pairs aristocratiques, von Reichenau avait activement entretenu ses relations avec Hitler depuis le début des années 1930, servant d'intermédiaire entre le parti nazi et l'armée pendant les années de la montée au pouvoir. Son alignement idéologique sur le régime n'était pas de l'opportunisme calculé, c'était une conviction sincère. Cela allait faire de lui à la fois un instrument de la terreur d'État et le forgeron d'une machine militaire exceptionnelle. Son idéologie s'est manifestée de manière documentée dans le Schärfebefehl, l'ordre de sévérité, qu'il a émis le 10 octobre 1941 à l'intention de la 6e armée pendant la campagne de l'Est. Dans ce document, distribué à toutes les unités sous son commandement, il donnait à ses hommes des instructions sur ce qu'il décrivait comme le devoir d'exterminer la soi-disant menace judéo-bolchevique et de traiter les commissaires politiques soviétiques capturés comme des éléments ne méritant pas la protection des lois de la guerre. Hitler l'a présenté comme un modèle à suivre pour les autres commandants d'armée. Ce fut l'un des premiers documents officiels dans lesquels un commandant de terrain présentait le génocide comme faisant partie intégrante de la mission militaire ordinaire. Les conséquences ne se firent pas attendre. Les unités de la 6e division collaborèrent activement avec les SS et la police de sécurité à la planification et à l'exécution du massacre de Babi Yar dans la banlieue de Kiev les 29 et 30 septembre 1941. Dans ce ravin situé au nord-ouest de la ville, environ 33 771 Juifs furent fusillés en 2 jours. Selon le rapport opérationnel de l'Einsatzgruppe C, les escouades ont travaillé de manière méthodique de l'aube au crépuscule. L'armée a assuré la logistique, le bouclage du périmètre et sa présence. Les documents du procès de Nuremberg confirment la complicité directe du commandement de la 6e division. C'est cette dimension qui définit von Reichenau dans l'histoire. Mais son influence tactique sur la 6e division fut tout aussi réelle et profonde. Il instaura une culture de l'initiative chez les officiers subalternes, de la prise de décision rapide, d'une agressivité soutenue qui perdurerait bien après qu'il eut quitté le commandement. Les officiers de la 6e armée ont appris que la lenteur était un vice et l'audace une vertu, que l'élan du combat était un atout qui se perdait dès l'instant où l'avance s'arrêtait, que l'incertitude n'était jamais une excuse pour l'inaction. À l'apogée de sa puissance, la structure de la 6e armée était composée de 4 grands corps d'armée. Le 8e corps d'armée, le 11e corps d'armée, le 14e corps blindé et le 50e corps d'armée. Le corps le plus puissant en termes de capacité de manœuvre était le 14e corps blindé du général des troupes blindées Hans Valentin Hüb, qui regroupait les divisions blindées et motorisées, la 3e division d'infanterie motorisée, la 60e division d'infanterie motorisée, la 16e division blindée et des détachements d'autres formations blindées. Ces unités constituaient le fer de lance de l'armée, capable d'avancer de 40 à 50 km en une journée en terrain découvert, de déborder les positions ennemies et de semer le chaos dans les arrières. À tout cela s'ajoutait l'intégration avec la Luftwaffe, en particulier avec le 8e Fliegerkorps du général Hermann Pflugbeil et plus tard avec la 4e flotte aérienne du général Wolfram von Richthofen. Les pilotes de Stuka qui soutenaient la 6e division pendant les années de victoire menèrent la guerre verticale sur le champ de bataille. Ils attaquaient l'artillerie ennemie, détruisaient les pontons sur les rivières, déjouaient les concentrations de blindés avant même qu'elles n'atteignent le front. Le système de communication qui coordonnait ces attaques, avec des officiers de liaison de la Luftwaffe embarqués dans les quartiers généraux des corps d'armée terrestres, constituait l'épine dorsale invisible de cette puissance combinée.
Tout cela, la doctrine, les hommes, la structure, l'intégration avec l'aviation, faisait de la 6e armée une entité sans précédent dans l'histoire militaire allemande et, à cette époque, dans l'histoire militaire mondiale. C'était une machine de guerre rodée par 3 années de combats réels, par des victoires qui avaient confirmé la validité de ses principes fondateurs et par l'expérience accumulée de centaines de milliers d'hommes qui avaient appris à fonctionner ensemble sous le feu ennemi. Cette expérience accumulée, ce capital de compétences tactiques et de cohésion institutionnelle, constituait un atout qui ne pouvait être fabriqué en usine ni fourni par des renforts de remplacement. Elle ne pouvait être acquise qu'au combat. Et une fois perdue, elle ne pouvait être récupérée. En mai 1940, la 6e armée affronta son premier grand défi avec l'invasion de la France et des Pays-Bas. Opérant sous le commandement du groupe d'armée B, la 6e armée fut lancée contre la Belgique avec une mission précise et calculée, servir de leurre. Alors que le monde avait les yeux rivés sur la Belgique, attendant le coup allemand, la véritable attaque venait des Ardennes, où le groupe Panzer de Kleist traversa un terrain que les Alliés avaient jugé pratiquement impraticable. La 6e armée s'acquitta de sa mission avec une férocité sans pareille, traversa la Meuse sous le feu de l'artillerie belge et progressa vers le nord, à un rythme qui ne laissait aucun répit aux défenseurs. Les vétérans de cette campagne qui arrivèrent à Stalingrad 2 ans plus tard avaient assimilé une leçon fondamentale. Une avancée qui ne s'arrête pas est invincible, car elle ne laisse pas le temps à l'ennemi de s'organiser. La France étant vaincue et l'armée britannique évacuée de Dunkerque, la 6e division fut réorganisée pour l'opération la plus ambitieuse de la guerre, Barbarossa, qui débuta le 22 juin 1941 sur un front de plus de 3000 km. Ce qu'ils trouvèrent en franchissant la frontière soviétique, c'était une armée rouge en pleine crise. Les purges staliniennes de 1937 à 1938 avaient conduit à l'exécution ou à l'envoi au goulag de 3 des 5 maréchaux, de 13 des 15 commandants d'armée et de 50 des 57 commandants de corps d'armée. Lors de la bataille de Kiev, en septembre 1941, les forces du groupe d'armées sud encerclèrent 4 armées soviétiques complètes sous le commandement du général polkovnik Mikhaïl Kirponos, formant une poche d'une ampleur sans précédent. Plus de 600 000 prisonniers marchèrent vers l'ouest en colonnes si massives que les Allemands n'avaient pas assez de soldats pour tous les surveiller. Mais la victoire à Kiev était aussi un piège invisible. L'Allemagne remportait des batailles aux proportions épiques alors que le temps s'écoulait. En octobre, l'armée rouge avait subi des pertes qui auraient anéanti n'importe quelle autre armée de la planète. Et pourtant elle continuait d'exister, recevant des renforts de l'Oural et de la Sibérie. L'hiver arriva. L'avance allemande s'arrêta aux portes de Moscou. Pour la 6e armée, ce premier hiver soviétique fut une épreuve sans précédent. Les hommes qui avaient traversé l'Europe au cours d'un été glorieux se tenaient désormais sur des positions défensives à 40 degrés sous zéro, sans équipement adéquat, face aux contre-attaques nocturnes d'une infanterie vêtue de blanc qui surgissait des forêts et disparaissait avant l'aube. Un simple soldat écrira dans une lettre qui n'arriva jamais à destination que le froid n'était pas simplement du froid, mais qu'il transformait tout. Les fusils s'enrayaient, les moteurs ne démarraient pas, les pieds cessèrent de faire mal, non pas parce qu'ils allaient mieux, mais parce que les nerfs ne pouvaient plus envoyer de signaux. Et pourtant, la 6e division survécut à cet hiver. Elle absorba les pertes, maintint ses lignes et aborda le printemps 1942 structurellement intacte avec une chaîne de commandement opérationnel et des divisions d'élite conservant leur cohésion. De nombreuses unités allemandes sur le front de l'Est furent tellement décimées qu'elles durent être dissoutes ou reconstituées à partir de zéro. La 6e armée était certes affaiblie, mais elle restait une force réelle. Ce fait, qui semble n'être qu'un détail technique d'organisation militaire, allait avoir d'énormes conséquences dans les mois qui suivirent. Le 12 janvier 1942, le général-feldmarschall Walter von Reichenau s'effondra alors qu'il effectuait son exercice matinal à Poltava. Il fut transporté à Leipzig, où il mourut le 17 janvier d'une embolie cérébrale massive. L'homme qui le remplaça était son ancien chef d'état-major, le général des troupes blindées Friedrich Paulus,
dont la candidature avait été soutenue tant par Reichenau lui-même que par le général de corps d'armée Franz Halder. Il bénéficiait du soutien du système. Ce que personne au sein de ce système ne semblait suffisamment prendre en compte, c'était son absence quasi totale d'expérience en matière de commandement de combat au niveau opérationnel. Friedrich Paulus était né le 23 septembre 1890 à Göxhagen, dans le Land de Hesse, fils d'un trésorier d'école sans prétention nobiliaire. Il avait tenté sans succès d'entrer dans la marine, étudié brièvement le droit à Marbourg et finalement trouvé sa voie dans l'armée en 1910. Il combattit pendant la Première Guerre mondiale en tant qu'officier subalterne sur plusieurs fronts et termina ce conflit avec le grade de Hauptmann, fort d'une réputation de minutie et de brio. Pendant la période de la République de Weimar, il fut sélectionné pour intégrer la Reichswehr, forte de 100 000 hommes, où il perfectionna les compétences qui allaient le caractériser, analyse de situations complexes, rédaction d'ordres précis, compréhension approfondie de la logistique. Dans les années 1930, il participa à la planification des opérations en Pologne, en Norvège, en France et de l'opération Barbarossa. Ces exercices sur carte étaient d'une précision légendaire. Ses analyses de situation, des modèles du genre. Les hommes qui travaillaient pour lui le respectaient avec une admiration qui tenait presque de la révérence religieuse. Ce que ces mêmes hommes remarquaient avec moins d'enthousiasme, c'était la différence entre planifier une opération et la mener à bien. Paulus n'avait jamais commandé une unité plus importante qu'un bataillon au combat réel. Un état-major fonctionne en partant du principe qu'il y a suffisamment de temps pour analyser avant d'agir. Un commandant de terrain fonctionne selon le principe inverse. L'Auftragstaktik qui animait l'armée allemande était une doctrine d'initiative. Paulus était un homme de procédure. Le système l'avait promu précisément parce qu'il était exceptionnel au sein du système, sans se demander s'il le serait en dehors de celui-ci. Reichenau étant mort à peine 3 jours après que Paulus eut pris le commandement, le nouveau commandant se retrouva seul, dépourvu du réseau de relations personnelles, qui lui aurait donné une marge de manœuvre face à Hitler au moment de prendre des décisions. Ses subordonnés perçurent cet isolement, un tic nerveux à l'œil gauche, qu'ils apprendraient à interpréter comme un baromètre de la pression interne, commença à apparaître dans les moments de tension opérationnelle la plus forte. À l'été 1942, il était visible pour quiconque le regardait plus d'une minute. La première grande épreuve de Paulus à la tête de ses troupes eut lieu en mai 1942. Le maréchal Semyon Timochenko lança l'offensive de Kharkov avec environ 640 000 soldats, plus d'1 millier de chars et près d'1 millier d'avions en utilisant le saillant de Barvenkovo comme base. Le 12 mai, les forces soviétiques attaquèrent depuis ce saillant vers l'ouest avec une profondeur de pénétration qui dépassa ce que le commandement allemand avait jugé possible. Paulus coordonna avec la première armée blindée d'Ewald von Kleist une riposte en tenaille. Le 17 mai, von Kleist lança l'opération Fridericus depuis le sud. Timochenko demanda à Staline l'autorisation de se replier. Staline rejeta cette demande. Le 19 mai, Paulus attaqua vers le nord tandis que von Kleist poussait par le bas. Les forces soviétiques, qui avaient avancé si profondément, se retrouvèrent soudainement à combattre avec le front inversé. Le 22 mai, la 44e division d'infanterie établit le contact avec les forces de von Kleist à l'est de Barvenkovo, bouclant ainsi l'encerclement. La défense soviétique désespérée prit fin le 28 mai. Selon l'historien David Glantz, les Soviétiques perdirent environ 240 000 prisonniers ainsi que des dizaines de milliers de morts et de blessés. Paulus reçut la croix de chevalier de la Croix de Fer. Il semblait que cet homme avait trouvé la mesure de son armée et de son art. Mais ce que le succès de Barvenkovo ne révélait pas, c'était la manière dont Paulus réagirait lorsque les circonstances seraient défavorables, lorsque les informations seraient incomplètes et que le temps nécessaire à leur analyse serait épuisé. Ces conditions se présenteraient en novembre 1942, au cœur d'un encerclement dans les ruines d'une ville sur les rives de la Volga. Et les réactions de Paulus face à ces conditions scelleraient le sort de 330 000 hommes.
Au cours de l'été 1942, Hitler conçut l'opération Bleue, Fallblau, avec un objectif double et ambitieux au point d'en être imprudent, s'emparer des champs pétrolifères du Caucase et couper l'approvisionnement soviétique par la Volga. Le groupe d'armée sud fut divisé en deux formations, le groupe A vers le Caucase et le groupe B avec la 6e armée et la 4e armée blindée de Hoth vers l'est. Le 28 juin 1942 marqua le début de l'avance vers Voronej. Les premiers jours confirmèrent les espoirs. Le front soviétique cédait. Timochenko battait en retraite au lieu de résister sur des positions fixes. Le 23 juillet, Rostov-sur-le-Don tomba. C'est à ce moment de triomphe apparent qu'Hitler commit l'erreur stratégique la plus décisive de la campagne. La directive du Führer numéro 45 du 23 juillet ordonna la conquête simultanée du Caucase et de la Volga au lieu d'une conquête séquentielle. La 6e armée reçut pour mission d'avancer seule vers Stalingrad avec un flanc gauche exposé sur plus de 500 km, protégé uniquement par la 2e armée hongroise, la 8e armée italienne et la 3e armée roumaine, des forces dépourvues de moyens anti-tanks modernes suffisants, dont plusieurs généraux reconnurent immédiatement la vulnérabilité, mais que personne au sein du haut commandement n'osa signaler à Hitler. Stalingrad était une ville industrielle s'étendant sur plus de 50 km le long de la rive ouest de la Volga, avec des usines qui produisèrent des chars T-34 alors même que les obus s'abattèrent sur leurs toits, sans la beauté de Kiev ni l'étendue de Kharkov, mais avec le fleuve et le nom de Staline lui-même. Le 23 août, l'avant-garde de la 16e division blindée atteignit les rives de la Volga au nord de la ville. Le même jour, la 4e flotte aérienne du général Wolfram von Richthofen bombarda Stalingrad avec environ 600 avions. Le nombre estimé de victimes civiles dépassait les 40 000 morts. La ville était en feu, et personne au sein du haut commandement allemand ne se doutait encore que ce qui allait se passer ne serait pas une conquête ordinaire. Quiconque a étudié les premiers jours de l'assaut de la 6e armée sur Stalingrad ne peut manquer de remarquer le fossé entre les attentes et la réalité. Les premiers combats d'août 1942 semblaient confirmer ce que l'expérience passée laissait présager. Les soviétiques cédaient du terrain dans les faubourgs, se dispersaient sous la pression combinée de l'infanterie et de l'aviation, et la ville semblait vouée à tomber en quelques semaines. Paulus estimait que la résistance organisée s'effondrerait bientôt. Le général-feldmarschall Maximilian von Weichs, commandant du groupe d'armée B, partageait cet optimisme. Il n'en fut rien. Stalingrad n'était pas la France, ce n'était pas la Belgique, ce n'était même pas la steppe ukrainienne où les grandes poches d'encerclement avaient fonctionné avec la précision d'une horloge. Stalingrad était une ville industrielle de construction soviétique des années 1920 et 1930. Des bâtiments en béton armés de 4 et 5 étages, conçus non pas pour l'esthétique, mais pour résister aux intempéries et au poids de l'industrie. Des usines aux structures métalliques mesurant des centaines de mètres de long, avec des murs d'acier et de béton capables d'absorber des impacts directs d'artillerie tout en restant debout. Des greniers en pierre aux murs de plus d'1 mètre d'épaisseur. Des canaux de drainage industriel qui découpaient le terrain en secteurs de combat serrés. La ville ne disposait ni des grandes avenues, ni des espaces ouverts qui rendaient les chars et l'artillerie décisifs en terrain découvert. C'était un labyrinthe. Et dans un labyrinthe, l'Auftragstaktik et la Blitzkrieg perdèrent leur avantage le plus fondamental, la vitesse. Le 13 septembre 1942, le général-lieutenant Vassili Ivanovitch Tchouikov reçut le commandement de la 62e armée des mains de Nikita Khrouchtchev et du général Andrei Yeryomenko, avec un ordre qui ne laissait aucune marge d'interprétation. Défendre Stalingrad jusqu'à la mort. Tchouikov avait 42 ans et servait dans l'armée rouge depuis l'âge de 15 ans, lorsqu'il s'était engagé comme volontaire dans la Garde rouge en 1918, pendant la guerre civile.
Il avait combattu pendant la guerre russo-finlandaise de 1939 à 1940 en tant que commandant d'armée, et cette expérience, qui fut à bien des égards un échec collectif pour les forces soviétiques, lui avait permis de comprendre ce que signifiait combattre dans des conditions de visibilité réduite, sur un terrain restreint et face à la supériorité tactique de l'adversaire. Il avait un tempérament explosif, enclin à renvoyer les subordonnés qui n'agissaient pas avec la rapidité qu'il exigeait, et il possédait une compréhension intuitive de ce qui distinguait le combat urbain de tout autre type de guerre. Tchouikov avait compris quelque chose que ses adversaires mirent des semaines à accepter pleinement. La seule façon de survivre à Stalingrad était de ne laisser aucun espace entre ses propres lignes et celles des Allemands. La distance standard entre les lignes ennemies dans un combat conventionnel, généralement comprise entre 300 et 500 mètres, correspondait à la distance dont l'artillerie allemande avait besoin pour tirer en toute sécurité sans atteindre ses propres positions, et à celle dont les Stuka avaient besoin pour identifier leurs cibles sans risquer de frapper les troupes amies. Si les défenseurs soviétiques se collaient suffisamment près des assaillants, cette artillerie et cette aviation perdaient toute utilité. Bombarder l'ennemi revenait à se bombarder eux-mêmes. Tchouikov appelait cela « serrer l'ennemi dans ses bras ». Ces hommes mettaient cette tactique en œuvre avec une férocité que nul manuel de tactique ne mentionnait. Les sapeurs soviétiques transformaient chaque immeuble en une forteresse indépendante. Ils démolissaient les escaliers intérieurs pour empêcher les mouvements verticaux de l'adversaire. Ils bloquèrent les portes avec des décombres. Ils percèrent des meurtrières dans les murs de séparation entre les appartements pour créer des réseaux de tir couvrant les couloirs et les cours intérieures. Les tireurs d'élite opéraient depuis des positions situées aux étages supérieurs et les sous-sols simultanément, maintenant les assaillants allemands dans un état d'alerte permanent qui épuisait leur concentration et sapait leur morale avec une efficacité qu'aucun assaut frontal ne pouvait égaler. Les sapeurs d'assaut allemands, les pionniers qui nettoyaient un immeuble, ne savaient jamais avec certitude s'il était complètement dégagé ou s'il y avait des soviétiques vivant à l'étage inférieur, sur le toit ou derrière le mur qu'ils venaient de franchir. Ce même 13 septembre, les 71e, 76e et 295e divisions d'infanterie allemande avancèrent vers le centre-ville, défendu à ce moment-là par quelques 20 000 hommes de Tchouikov. La 71e division atteignit le centre-ville et s'empara de la gare centrale, mais une contre-attaque menée par la 13e division de fusiliers de la garde du général de division Alexandre Rodimtsev, qui avait traversé la Volga à bord de péniches sous le feu allemand la nuit précédente, permit de préserver l'embarcadère central, point vital pour maintenir l'afflux de renforts et de ravitaillements depuis la rive est du fleuve. Sur les quelques 10 000 hommes avec lesquels cette division avait entamé la bataille, seuls 320 survécurent à la fin des combats. Mais le débarcadère fut conservé. Le contrôle de la Volga était au cœur de la stratégie défensive soviétique. La rive est du fleuve resta aux mains des soviétiques pendant toute la bataille. Et c'est de cette rive que parvenaient nuit après nuit les renforts, les munitions, la nourriture et le personnel médical qui maintenait en vie la 62e armée. Les bacs traversaient sous le feu de l'artillerie et de l'aviation allemande. Beaucoup ont coulé. Ceux qui arrivaient déchargeaient sous le feu ennemi et repartaient avec des blessés. En septembre et octobre, la température de la rivière était telle que quiconque tombait à l'eau mourait en quelques minutes. Les barges naviguaient entre les blocs de glace qui commençaient à se former en novembre. Le pont logistique sur la Volga était fragile, intermittent et coûtait cher en vies humaines. Mais il ne s'est jamais complètement rompu. La 6e armée a subi de lourdes pertes en septembre et en octobre. Les divisions qui étaient entrées au combat avec des milliers d'hommes chacune se sont réduites à des squelettes numériques, bien que souvent plus meurtrières de ce fait, car ceux qui survivaient étaient les plus expérimentés et les mieux adaptés à ce type de combat spécifique. Les chiffres du 14e corps blindé sont révélateurs. Fin septembre, la 16e division blindée, l'une des unités d'élite de la 6e armée qui avait atteint la Volga en août, comptait moins de 2000 combattants effectifs. La 24e division blindée avait perdu plus de 60% de ses officiers depuis le début des combats dans la ville. Certains régiments combattaient avec moins de 100 soldats effectifs, soit l'équivalent numérique d'une seule compagnie dans des conditions normales.
Les usines qui donnaient leur nom au secteur de combat devinrent les épicentres des batailles les plus brutales de toute la guerre. L'usine de tracteurs Dzerzhinsky, avec ses halls en acier et en béton de 800 mètres de long, ses fosses de montage de plusieurs mètres de profondeur, ses grues suspendues au plafond qui pendaient encore au-dessus du champ de bataille dévasté, fut le théâtre d'une lutte qui dura des semaines et dont l'avancée se mesurait littéralement en mètres par jour. L'usine de canons Barrikada, où les Soviétiques avaient produit de l'artillerie jusqu'à quelques jours avant l'arrivée des Allemands, était un complexe d'halls industriels que les défenseurs avaient transformé en une forteresse de béton et de fer. L'usine sidérurgique Octobre Rouge, dans le secteur nord, était un ensemble de hauts fourneaux, d'entrepôts et de locaux administratifs dont certains secteurs changeaient de main plusieurs fois par jour. Un caporal allemand qui avait pris part au combat pour l'usine Barrikada et dont le journal intime fut retrouvé après la guerre décrivit l'intérieur de ces installations avec une précision qu'aucune description tactique n'aurait pu égaler. À l'extérieur, il y avait le ciel, même s'il était gris. À l'intérieur, il n'y avait que l'obscurité, la poussière de ciment et le bruit, toujours le bruit. Les coups de feu à l'intérieur de ces espaces résonnaient différemment, plus secs, plus proches. Au bout d'un moment, la surdité s'installait et les hommes combattaient en silence, scrutant des ombres qui pouvaient être celles de leurs camarades ou de l'ennemi, sans pouvoir les distinguer jusqu'à ce que quelqu'un ouvre le feu. Le 14 octobre 1942, Paulus lança ce qui allait être l'assaut le plus concentré de toute la bataille. 5 divisions complètes, la 14e division blindée, les 305e et 389e divisions d'infanterie, la 100e division de chasseurs et la 60e division d'infanterie motorisée, soit plus de 90 000 hommes et 300 chars concentrés sur un front d'à peine 4 km avec le soutien massif de la Luftwaffe qui effectua plus de 3000 sorties de combat pendant les journées les plus intenses. L'objectif était l'usine de tracteurs et la zone industrielle environnante. Dès les premières heures, la puissance écrasante de cette attaque anéantit plusieurs bataillons soviétiques. La 14e division blindée perça les lignes de la 37e division de la garde et avança vers le nord-est, atteignant les abords de l'usine et coupant momentanément la 62e armée en 2 secteurs distincts. L'espace d'un instant, la résistance sembla sur le point de s'effondrer. La 138e division de fusiliers sibériens traversa la Volga sur des radeaux dans la nuit du 15 au 16 octobre, sous un feu allemand incessant, alors que la température de l'eau avoisinait le point de congélation. Chaque homme qui montait à bord de ces radeaux savait que les risques de voir l'embarcation couler avant d'atteindre la rive étaient réels et mesurables. Ils traversèrent, malgré tout. Cette division et les unités de renfort qui suivirent dans les jours suivants ont insufflé au secteur exactement la capacité de résistance dont il avait besoin pour ne pas s'effondrer. Les Allemands s'emparèrent de l'usine de tracteurs. Ils prirent la majeure partie de Barrikada. Ils occupèrent la moitié d'Octobre Rouge. Mais la 62e armée survécut. À la fin du mois d'octobre 1942, la 6e armée se présentait comme une force qui avait conquis la quasi-totalité du terrain disponible et avait épuisé une partie irremplaçable de son potentiel de combat au cours de cette opération. Elle contrôlait 90% de la ville, mais ce pourcentage correspondait à des bâtiments détruits, des décombres inutilisables et un terrain sans valeur opérationnelle. Les 10% restants aux mains des Soviétiques formaient une étroite bande le long de la rive de la Volga d'une profondeur, dans certains secteurs, d'à peine 200 ou 300 mètres. Mais cette bande donnait sur la Volga. Et tant qu'elle donnait sur la Volga, les renforts continueraient d'affluer. L'un des survivants de ces semaines décrirait des décennies plus tard, d'une voix monocorde, comme celle de quelqu'un qui a appris à parler de ces choses sans laisser transparaître le moindre tremblement, qu'ils avaient cessé d'être une armée pour se transformer en petits groupes. 4 hommes par-ci, 8 par-là, chaque bâtiment formant un monde à part, sans aucune information sur ce qui se passait à 50 mètres de là, entendant des coups de feu sans pouvoir déterminer s'ils provenaient des leurs ou de l'ennemi. Le 11 novembre 1942, la dernière tentative allemande de prendre la ville avant l'hiver fut l'assaut de la bande côtière dans le secteur sud. Ils parvinrent à avancer jusqu'à peine 300 mètres de la Volga à certains endroits. Ils n'atteignirent pas l'eau.
et les hommes qui tentèrent cette dernière avancée combattaient déjà depuis des semaines avec un dixième des effectifs avec lesquels ils avaient commencé la campagne. Au même moment, à des centaines de kilomètres au nord et au sud de la Volga, l'armée rouge achevait en secret de concentrer les forces qui allaient rendre tout ce qui s'était passé à l'intérieur de la ville totalement insignifiant. Le 13 septembre 1942, alors que la 6e armée commençait à s'enfoncer dans Stalingrad, un plan différent fut présenté à Staline à Moscou. Il ne s'agissait pas de renforcer la défense de la ville, mais d'encercler l'attaquant. Ses principaux architectes furent le général d'armée Georgi Zhukov, commandant en second des forces armées soviétiques, et le général de corps d'armée Alexandre Vassilievski, chef d'état-major général. Cependant, le débat historiographique sur la paternité exacte de ce concept est plus complexe que ne l'a reconnu pendant des décennies la version officielle soviétique. Selon l'historien David Glantz, dont l'ouvrage Endgame at Stalingrad, publié par les presses universitaires du Kansas en 2014, constituait l'analyse académique la plus complète s'appuyant sur des archives russes jusque-là inédites, le concept de l'opération Uranus a émergé progressivement à partir des propositions du général Andrei Yeryomenko, commandant du front de Stalingrad, qui avait déjà suggéré, dès le 6 octobre 1942, un encerclement à grande échelle exploitant la faiblesse des armées satellites de l'Axe sur les flancs. L'agenda personnel de Staline, document qui consignait heure par heure toutes ses réunions avec ses conseillers et ses subordonnés, démontre que Zhukov n'a pas rencontré Staline entre le 31 août et le 26 septembre, ce qui contredit directement l'affirmation de Zhukov, selon laquelle il aurait proposé le concept le 12 septembre. Les réunions décisives ont eu lieu entre le 27 et le 29 septembre, soit 2 semaines plus tard que ce qu'affirmait la version officielle soviétique. Ce qui ne fait aucun doute, c'est le résultat. Le concept de l'opération Uranus ne visait pas à renforcer la défense de Stalingrad. Il visait à encercler l'attaquant. Les flancs de la 6e armée étaient protégés par des unités alliées de l'Axe dont leur propre commandant savait mieux que quiconque qu'elles étaient vulnérables. Le général d'armée roumain Petr Dumitrescu, à la tête de la 3e armée roumaine sur le flanc nord, avait demandé à plusieurs reprises des armes anti-chars supplémentaires. On lui envoya 60 canons anti-chars de type 97/38 de 7,5 cm. Dumitrescu répondit que cela n'était pas suffisant. Ce n'était effectivement pas suffisant. La 8e armée italienne du général Italo Garibaldi, qui défendait un secteur de 125 km le long du Don, ne disposait comme seule réserve blindée que d'une formation provisoire comptant à peine 65 chars, pour la plupart des modèles obsolètes. Les soviétiques le savaient, et la maskirovka, c'est-à-dire la tromperie et le camouflage, fut mise en œuvre avec une minutie que les Allemands n'avaient jamais vue jusqu'alors. Pendant des semaines, d'énormes masses d'infanterie, de chars et d'artillerie furent concentrées en secret au nord et au sud de Stalingrad, dans les secteurs défendus par les alliés roumains. Les mouvements n'avaient lieu que de nuit. Les trains roulaient sans feu. Les équipes de radiocommunication simulaient le trafic habituel afin de ne pas révéler les changements dans l'ordre de bataille. L'oberste Reinhard Gehlen, chef de la section de renseignement Fremde Heere Ost, armées étrangères de l'Est, avait détecté des signes de concentration sur les ponts du Don face à la 3e armée roumaine. Il avait toutefois écarté cette menace, la jugeant mineure. Les 9 divisions Panzer que l'OKH maintenait en réserve stratégique ne furent pas envoyées vers le sud. Elles restèrent face au saillant de Rjev, où Gehlen pensait que le coup principal serait porté. Cette erreur de renseignement allait coûter la vie à 330 000 hommes. Le 19 novembre 1942, à 7h30 du matin, alors que la température était de plusieurs degrés en dessous de zéro et qu'un épais brouillard limitait la visibilité à 200 mètres, les fronts du sud-ouest et du Don lancèrent un tir d'artillerie préparatoire de 80 minutes. Environ 3500 canons soviétiques ouvrirent le feu simultanément. Le brouillard et la neige empêchaient les observateurs avancés d'ajuster le tir. L'artillerie se contenta donc de tirer sur des positions connues ou estimées. Les dégâts infligés à la 3e armée roumaine furent réels, mais pas dévastateurs. Ce qui l'a anéanti, ce fut ce qui suivit.
La 5e armée blindée du général-lieutenant Prokofy Romanenko avança en 4 groupes d'assaut. La 47e division de fusiliers de la garde, appuyée par 64 chars, anéantit la 1re division d'infanterie roumaine. La 50e division de fusiliers de la garde, dotée de 64 chars, a fait s'effondrer la 5e division d'infanterie roumaine. Vers midi, les brigades de chars du 1er corps de chars et du 26e corps de chars affluaient à travers les brèches du front roumain. L'apparition soudaine de près de 200 chars T-34 à travers des positions qui venaient à peine d'être bombardées efficacement a provoqué l'effondrement complet de la 14e division d'infanterie roumaine. Le centre de l'armée alliée s'est désintégré. Le 20 novembre, le front de Stalingrad lança son propre volet de l'encerclement depuis le sud avec la 51e armée du général de division Nikolai Trouffanov et la 57e armée du général de division Fyodor Tolboukhin, attaquant le flanc droit de la 4e armée panzer de Hoth. Les divisions roumaines affaiblies du 6e corps s'effondrèrent rapidement. Tolboukhin engagea le 4e corps mécanisé du général de division Vassili Volski, qui avança vers l'ouest en ne rencontrant qu'une résistance minime. Le 22 novembre, le lieutenant-colonel Georgi N. Filipov conduisit une colonne composée de 5 chars T-34, de 2 compagnies de fusiliers motorisés à bord de camions, de 5 véhicules blindés et de 3 véhicules allemands capturés vers le pont de Ponton sur le Don à Berezovski, au nord-ouest de Kalash. Faisant semblant d'être une colonne allemande en retraite, Filipov atteignit le pont avant l'aube. Les gardes, une unité de police militaire équipée d'un canon anti-aérien de 88 mm et du personnel d'une école du génie, ne se rendirent compte de la supercherie que lorsque les soldats soviétiques étaient déjà sur le pont. Le canon de 88 détruisit 2 T-34 avant d'être neutralisé. Le pont fut capturé intact. Filipov établit un périmètre défensif et attendit pendant 11 heures, seul avec sa petite troupe, jusqu'à l'arrivée des renforts. Pour cet acte, il fut décoré du titre de « Héros de l'Union soviétique ». Le 23 novembre 1942, les bras de l'encerclement soviétique se refermèrent à l'est de Kalach. La 6e armée, forte de 330 000 hommes répartis dans 22 divisions, auxquelles s'ajoutaient des troupes d'autres corps d'armée et des unités alliées de l'Axe, était complètement encerclée. C'était la première fois dans l'histoire qu'une armée de campagne allemande au complet se retrouvait encerclée. Plus de 30 000 soldats de l'Axe réussirent à s'échapper vers le sud avant que l'étau ne se referme complètement. À l'intérieur du Kessel, la chaudière, comme les Allemands appelaient en cette poche, restèrent environ 284 000 hommes. La réaction initiale à l'intérieur du Kessel fut l'incrédulité. De nombreux officiers et soldats ne comprirent pas immédiatement l'ampleur de ce qui s'était passé, mais ceux qui le comprirent d'emblée, les commandants des divisions les plus aguerris, les officiers d'état-major qui connaissaient les cartes et les chiffres, ressentirent quelque chose que très peu d'entre eux décrivirent dans leurs journaux intimes avec le mot « juste ». Ce mot, c'était le désespoir. Un lieutenant-colonel, dont le nom n'a pas été révélé pendant la guerre, a écrit que lorsqu'il a su que l'encerclement était bien réel, il n'a pensé ni à l'Allemagne ni à sa famille. Il a pensé aux hommes qui dormaient à une centaine de mètres de l'endroit où il se tenait et qui ignoraient encore ce qu'ils savaient déjà. Paulus a envoyé cette même nuit, à 23h45, un message radio à l'OKW demandant la liberté d'action. La réponse d'Hitler le lendemain fut sans équivoque. La 6e division resterait sur ses positions, serait ravitaillée par un pont aérien et attendrait les secours extérieurs. Cette réponse reposait sur 2 hypothèses erronées. La première concernait le pont aérien. Le Reichsmarschall Göring avait promis à Hitler que la Luftwaffe pourrait ravitailler la 6e division par voie aérienne en s'appuyant sur le précédent de Demiansk, où 6 divisions encerclées, 96 000 hommes, avaient reçu 300 tonnes par jour pendant 3 mois. Mais la 6e division était plus de 3 fois plus importante et avait besoin d'au moins 750 tonnes par jour. Le général Martin Fiebig, commandant du 8e Fliegerkorps, avait déjà dit à Paulus le 21 novembre que la Luftwaffe n'en avait pas les moyens.
Le premier jour du pont aérien, elle livra 86 tonnes. Les rations de pain à l'intérieur du Kessel tombèrent à 400 grammes, puis à 200. Les 25 000 chevaux d'artillerie furent abattus pour être mangés. Lorsque les chevaux furent épuisés, on mangea tout ce qu'il y avait. La deuxième hypothèse erronée concernait le secours. Von Manstein arriva à Novotcherkassk le 26 novembre et lança l'opération Wintergewitter le 12 décembre avec la 6e division blindée en tête de file. Le 19 décembre, il s'empara d'un pont intact sur la Mishkova, à 48 km du périmètre sud de la Poche, le point le plus proche auquel les secours ne se furent jamais approchés. Von Manstein transmit à Paulus le signal de percée sous le nom de code Donnerschlag. Le général Hube disposait d'au moins 60 chars concentrés dans l'angle sud-ouest. Il se trouvait à 50 km de là. C'était possible. Paulus n'ordonna pas la percée. Ses défenseurs soulignent qu'Hitler avait expressément refusé l'autorisation. Ses détracteurs font valoir que von Manstein lui transmettait implicitement le feu vert et que certains commandants allemands, dans des situations similaires, avaient agi sans attendre la décision d'Hitler. Von Seydlitz-Kurzbach lui-même avait déjà, de son propre chef, donné des ordres de préparation à une percée le 23 novembre. Paulus toléra cette insubordination sans en tirer de conséquences et n'agit pas. Il avait peut-être raison de croire que la 6e division n'avait pas assez de carburant pour parcourir 50 km en terrain découvert. Mais ne pas tenter le coup signifiait que tous mourraient de toute façon. Le 23 décembre, von Manstein reconnut la réalité et retira la 6e division blindée. Il n'y aurait pas de sauvetage. Alors que l'opération Wintergewitter échouait face à la Mishkova, l'opération Petit Saturne lança le 16 décembre 2 armées soviétiques contre la 8e armée italienne du général Italo Gariboldi, qui défendait 125 km le long du Don avec 10 divisions d'infanterie et une seule réserve blindée, une formation provisoire composée de 65 chars obsolètes. Le tir d'artillerie préparatoire initial s'avéra inefficace en raison du brouillard, mais le 17 décembre, le 17e corps de chars s'engouffra dans la brèche entre les divisions italiennes Coseria et Ravenna. La défense céda. Les 25e et 24e corps de chars s'engagèrent dans l'espace ainsi ouvert et avancèrent vers le sud-ouest à une vitesse que le commandement allemand ne parvint pas à contenir. Le 24 décembre, le 24e corps de chars du général Vassili Badanov atteignit l'aérodrome de Tatsinskaya, la base principale du pont aérien, à 237 km du Kessel. L'aérodrome regorgeait de près de 200 avions de transport. Le personnel de la Luftwaffe fut pris totalement par surprise. Les avions commencèrent à décoller dans des conditions d'urgence, certains sans que les pistes aient été dégagées. Plus de 50 appareils furent détruits au sol. Les dépôts de ravitaillement accumulés pour le pont aérien prirent feu. Le pont aérien vers Stalingrad fut gravement et définitivement endommagé. Badanov accomplit sa mission mais se retrouva à court de carburant et de munitions. La 11e division blindée du général Hermann Balck l'encercla le 25 décembre et commença à le détruire systématiquement. Dans la nuit du 27 au 28 décembre, Badanov mena une percée non autorisée et rejoignit les lignes soviétiques avec 9 chars et 900 hommes, devenant ainsi le premier officier soviétique à recevoir le titre de héros de l'Union soviétique pour une opération de force blindée de ce type. L'effondrement italien et la perte de Tatsinskaya ont anéanti les derniers appuis extérieurs de la 6e armée. Pour les hommes pris au piège dans le Kessel, le message était clair. Il n'y aurait ni secours, ni couloir de retraite. Seulement le froid, la faim et le temps qu'il leur restait. Le nouvel an 1943 arriva dans le Kessel avec des températures descendant régulièrement à moins 20 degrés le jour et à moins 35 la nuit. La ration quotidienne de pain fut réduite à 80 grammes le 30 décembre. Moins de 10% des calories dont un soldat combattant dans des conditions arctiques a besoin pour maintenir ses performances physiques. Les registres médicaux de l'armée, partiellement conservés,
font état de dizaines de cas quotidiens d'engelures au 4e degré, de diphtérie, de dysenterie et de typhus. Les médecins opéraient sans anesthésie suffisante, sans pansement stérile, dans des locaux dont la température ne pouvait dépasser 0 degré. Les pertes dues à la maladie et aux privations ont dépassé en nombre les pertes au combat pendant plusieurs périodes du siège. Le 7 janvier 1943, Rokossovski adressa un ultimatum à Paulus assorti de conditions précises. Ration alimentaire normale, soins médicaux pour les blessés, rapatriement après la guerre. Paulus rejeta cette offre. Les ordres d'Hitler étaient de résister jusqu'à la mort. Le 10 janvier, à 8h05 du matin, Rokossovski lança l'opération Anneau. Le général-colonel Nikolai Voronov avait concentré 500 canons, obusiers et 450 lance-roquettes sur un secteur de 12 km, ce qui représentait la plus forte densité d'artillerie jamais atteinte par l'armée rouge jusqu'alors. Le bombardement de 55 minutes qui marqua le début de l'opération détruisit les positions allemandes sur tout le front occidental du Kessel. Les Allemands résistèrent position par position, parfois au corps à corps. Le Hauptmann Rudolf Hein, avec 4 chars opérationnels, détruisit 18 des 21 chars Churchill du 57e régiment de garde soviétique lors d'un échange de tirs de moins de 15 minutes. Le genre de performance dont la 6e division était encore capable, même dans ces conditions. Mais le 14e corps Panzer perdit 30 de ses 46 chars et 11 de ses 18 canons anti-chars lourds rien que durant les 2 premiers jours. Le 16 janvier, l'aérodrome de Pitomnik tomba. Le 23 janvier, ce fut le tour de Gumrak. Le dernier vol allemand quitta le Kessel à 10h45 ce matin-là. Dès lors, le ravitaillement dépendit exclusivement de largage par parachute qui, pour la plupart, tombait en territoire soviétique. Le 26 janvier 1943, à 11h du matin, la 21e armée du général de division Ivan Chistiakov perça les derniers remparts du 8e corps d'armée et rejoignit la 62e armée de Tchouikov au Mamaev-Kourgan, le promontoire central de la ville qui avait été le théâtre de combats acharnés pendant des mois et qui avait changé de main à plusieurs reprises au cours de la bataille. Le Kessel fut coupé en deux. Le 11e corps d'armée du général Karl Strecker se retrouva isolé au nord, dans les ruines de l'usine de tracteurs Dzerzhinsky et de l'usine Barricada. Le gros de ce qui restait de la 6e armée, y compris Paulus et son état-major, se retrouva dans la poche sud, autour des grands magasins Univermag au centre-ville, un bâtiment de 5 étages en briques et en béton qui avait été le plus grand centre commercial de Stalingrad avant la guerre. Dans le sous-sol de ce bâtiment, parmi des matelas de fortune, des papiers éparpillés et l'odeur aigre des blessés qui ne pouvaient plus être évacués, le commandant de la 6e armée attendait la fin. Le 30 janvier 1943, jour du 10e anniversaire de l'arrivée au pouvoir d'Hitler, Friedrich Paulus fut promu au grade de général-feldmarschall par radio. C'était à la fois un honneur et un ordre implicite de se suicider. Aucun maréchal allemand n'avait jamais été capturé par l'ennemi dans toute l'histoire militaire de l'Allemagne. La tradition, les attentes et les précédents indiquaient que celui qui recevait cette promotion dans de telles circonstances devait mourir plutôt que de se rendre. Paulus déclara à un subordonné qui en prit note et qui survécut à la guerre pour les transmettre. Il n'avait pas l'intention de se tirer une balle à cause de ce caporal bohémien, en référence à Hitler. À 7h15 du matin, le 31 janvier 1943, des soldats de la 38e brigade de fusiliers motorisés de la 64e armée du général Mikhaïl Choumilov encerclèrent les grands magasins Univermag. Les soviétiques envoyèrent d'abord un subordonné avec une proposition de reddition. Quelques minutes plus tard, Paulus et son état-major sortirent du sous-sol, pâles, émaciés, vêtus des uniformes qu'ils portèrent depuis des semaines, et se rendirent. Le photographe de l'armée rouge qui immortalisa ce moment prit une photo qui fut publiée dans tous les journaux soviétiques le lendemain. Le maréchal allemand, fraîchement promu, debout dans la neige, sans armes, entouré de soldats soviétiques. Au nord du Kessel, le général Karl Strecker refusa dans un premier temps de se rendre. Son 11e corps d'armée, composé d'environ 50 000 hommes dispersés parmi les vestiges de 7 divisions, retranchés dans les ruines de l'usine de tracteurs et de Barricada, résista encore 2 jours.
Strecker avait reçu un télégramme d'Hitler lui ordonnant de résister jusqu'au bout. Il l'avait pris au pied de la lettre. Le 1er février 1943, à 8h30 du matin, le front du Don lança l'assaut final avec les 65e et 66e armées, précédé d'un bombardement d'artillerie de 90 minutes. La 16e armée de l'air bombarda les positions allemandes avec toutes ses forces disponibles. Les fronts nord et ouest de la Poche furent anéantis. Environ 4000 Allemands furent tués ou blessés lors de cet assaut final. Plus de 20 000 furent faits prisonniers. Les subordonnés de Strecker entamèrent des négociations de reddition sans son autorisation. Le 2 février 1943, à 7 heures du matin, Strecker accepta finalement de se rendre. À 9h20, le groupe d'armée Don reçut le dernier message en provenance de Stalingrad. La résistance avait pris fin. La 6e armée avait cessé d'exister. Sur les 284 000 hommes pris au piège dans le Kessel le 23 novembre, environ 150 000 avaient péri pendant l'encerclement, au combat, de froid, de faim ou de maladie. Les Soviétiques affirmèrent avoir fait 91 000 prisonniers. D'autres estimations, fondées sur des registres allemands incomplets et sur les données des camps de prisonniers soviétiques, suggèrent que ce nombre aurait pu atteindre 107 800, dont environ 700 Croates combattant sous commandement allemand et environ 3 000 Roumains. Parmi les capturés figuraient 24 généraux et le général Feldmarschall Paulus. La grande majorité de ces prisonniers mourut au cours des mois suivants. Les marches depuis Stalingrad vers les camps de concentration soviétiques, par des températures glaciales et sans équipement adéquat, ont causé la mort de milliers de personnes avant même qu'elles n'atteignent leur destination. Ceux qui ont survécu à ces marches sont arrivés dans des installations qui n'étaient pas préparées à accueillir un tel nombre de personnes dans ces conditions. Beaucoup furent envoyés au camp de prisonniers numéro 127 près de Pokrovka, dans la région de Saratov. Parmi les premiers convois envoyés là-bas, 1526 personnes moururent en chemin et 4663 autres au cours des 6 premières semaines suivant leur arrivée. D'autres ont été envoyés au camp numéro 108 de Beketovka, dans la banlieue de Stalingrad, où ils ont été affectés au déblayage des décombres du champ de bataille sur lequel ils avaient combattu. Les officiers furent répartis dans 3 camps. Oranki, numéro 74, Yelabuga, numéro 97, et Krasnogorsk, numéro 27, où ils furent soumis à des interrogatoires approfondis par les services de renseignement soviétiques et où certains furent finalement jugés pour des crimes de guerre avérés commis pendant l'occupation. Paulus lui-même, logé dans des conditions relativement meilleures compte tenu de son grade, fut utilisé comme outil de propagande soviétique. En août 1944, il signa un manifeste adressé aux forces armées allemandes appelant à la reddition, ce qui lui valut d'être condamné publiquement en Allemagne et la confiscation des biens de sa famille sur ordre du régime nazi. Certains prisonniers invalides furent libérés en 1947 et 1948. La plupart ne furent libérés qu'après la mort de Staline en 1953. Le dernier groupe de prisonniers de Stalingrad rentra en Allemagne en 1955, 12 ans après la capitulation. Seuls environ 6000 soldats de la 6e armée sont jamais rentrés en Allemagne. 6000 sur 330 000. Un soldat allemand avait écrit sur un bout de papier retrouvé bien des années plus tard parmi les décombres de la ville. Il n'avait plus peur de mourir. Il avait peur de mourir seul, sans que personne ne connaisse son nom. La plupart de ceux qui sont morts à Stalingrad ne figurent dans aucun registre accessible. Ils n'ont pas de tombe identifiable. Ils sont dissous dans le sous-sol d'une ville qui s'appelle aujourd'hui Volgograd ou dans les camps de prisonniers répartis sur des milliers de kilomètres de territoire soviétique où ceux qui ont survécu à la bataille n'ont pas survécu à la captivité. La défaite de la 6e armée à Stalingrad n'est pas le résultat d'une seule erreur. Elle est le fruit d'une accumulation de mauvaises décisions, prises à différents niveaux et à différents moments, dont chacune était nécessaire mais insuffisante à elle seule pour aboutir à ce résultat.
Comprendre quelles ont été ces décisions et à quel moment elles auraient pu être différentes est la tâche à laquelle se consacrent les historiens militaires depuis plus de 80 ans. Le premier niveau d'erreur était d'ordre stratégique. La directive numéro 45 du Führer, datée du 23 juillet 1942, qui ordonnait la conquête simultanée du Caucase et de la Volga sans attendre d'avoir sécurisé l'un avant d'attaquer l'autre, fut reconnue par plusieurs généraux allemands dès sa publication comme le signe d'une surextension dangereuse. Le général Franz Halder, chef d'état-major de l'OKH, nota dans son journal que la divergence des deux groupes d'armées créait un vide sur le front qui ne pouvait être comblé avec les forces disponibles. Halder fut démis de ses fonctions par Hitler le 24 septembre 1942, en partie en raison de ses objections constantes aux décisions opérationnelles du Führer. La deuxième erreur fut l'obsession d'Hitler pour la prise symbolique de Stalingrad. Une ville qui portait le nom de son principal adversaire devint, pour des raisons d'image que Hitler lui-même avait exprimées à plusieurs reprises, un objectif qui ne pouvait être abandonné sans que cela ne constitue une défaite personnelle. Ce facteur psychologique a faussé toutes les décisions opérationnelles qui ont suivi. Le refus d'autoriser la percée en novembre, la promesse d'un pont aérien impossible, l'interdiction de tout mouvement pouvant être interprété comme un repli. Le troisième niveau d'erreur fut le déplacement vers les flancs. Protéger plus de 500 km de flancs avec des armées alliées qui ne disposaient pas de la capacité anti-char nécessaire pour résister à une attaque blindée massive fut un pari que le haut commandement allemand fit en toute connaissance de cause, espérant que les soviétiques n'auraient pas la capacité organisationnelle d'exploiter cette vulnérabilité avant la fin de la campagne. Cette hypothèse reposait sur l'expérience de 1941 et s'est avérée erronée en 1942. La quatrième erreur fut celle de Paulus lui-même. La question de savoir si la percée de décembre 1942 aurait pu sauver la 6e armée reste sans réponse définitive, car cette percée n'a pas été tentée. Ce que l'on peut affirmer avec certitude, c'est que la doctrine qui avait formé cette armée, l'Auftragstaktik qui privilégiait l'initiative et l'action plutôt que l'attente, exigeait un commandant prêt à agir avec des informations incomplètes et sans autorisation formelle lorsque les circonstances l'exigeaient. Paulus n'était pas ce commandant. Il ne l'avait jamais été. Le général von Seydlitz-Kurzbach, le plus combatif des généraux pris au piège dans le Kessel, tenta à plusieurs reprises de persuader Paulus d'ordonner la percée, même en l'absence d'autorisation d'Hitler. Les conversations entre les deux hommes au cours de ces semaines, rapportées dans les témoignages des officiers d'état-major qui survécurent, révèlent une différence fondamentale de caractère entre un homme formé pour agir et un homme formé pour planifier. Paulus a attendu, et attendu, et attendu. Et quand, finalement, il n'y avait plus rien à espérer, il se rendit. La cinquième erreur concernait les services de renseignement allemands. La capacité de l'armée rouge à concentrer des forces de l'ampleur nécessaire à l'opération Uranus sans que les services de renseignement allemands ne la détectent à temps pour préparer une riposte n'était pas simplement le résultat d'une brillante maskirovka, même si c'en était une. C'était également le résultat d'une sous-estimation systématique de l'adversaire qui avait caractérisé la planification allemande depuis le début de l'opération Barbarossa. Les rapports du Fremde Heer Ost à l'automne 1942 continuaient de sous-estimer la capacité de production soviétique en chars et en artillerie et continuaient de situer les principales menaces dans des secteurs qui correspondaient aux préjugés établis et non là où les faits les indiquaient. Aucune de ces erreurs n'aurait, à elle seule, entraîné la catastrophe. C'est leur combinaison, mise en œuvre au fil de mois de décisions qui semblaient raisonnables sur le moment, mais qui accumulaient des risques insoutenables, qui a créé les conditions dans lesquelles 330 000 soldats se sont retrouvés pris au piège sans issue possible. Le 2 février 1943 est une date que les historiens désignent comme le tournant de la Seconde Guerre mondiale sur le front de l'Est. Non pas parce que l'Allemagne ne pouvait pas se relever militairement,
même si la perte de 22 divisions fut un coup dont l'armée allemande ne s'est jamais complètement remise, mais parce qu'après Stalingrad, la nature de la guerre a changé d'une manière qu'aucun des deux camps ne pouvait ignorer. Avant Stalingrad, l'armée rouge n'avait pas démontré sa capacité à planifier et à mener une opération stratégique de l'ampleur de l'opération Uranus avec la coordination et le secret nécessaires. Les grands encerclements de 1941 avaient été menés par les Allemands contre un adversaire qui réagissait plutôt qu'il n'agissait. En novembre 1942, les rôles s'inversèrent. L'armée rouge planifia pendant des mois une opération d'encerclement de la même ampleur que les grands encerclements de 1941, l'exécuta avec la précision dont Zhukov et Vassilievski avaient démontré qu'ils étaient capables et prit l'adversaire complètement par surprise. La portée de ce revirement fut immédiatement comprise des deux côtés. À Moscou, le Politburo accueillit la nouvelle avec un mélange d'euphorie et de soulagement qui reflétait l'ampleur de l'enjeu. Staline ordonna des célébrations publiques. Les stations de radio soviétiques diffusèrent la nouvelle en grande pompe, ce qui contrastait brutalement avec le silence dans lequel la radio allemande assimilait peu à peu les implications de cet événement. À Berlin, Joseph Goebbels organisa le deuil officiel comme un exercice de propagande visant à transformer la défaite en un symbole de sacrifice héroïque comparable à celui des Thermopyles. Les stations de radio allemandes interrompirent leur programmation habituelle pour annoncer la chute de la 6e armée. 3 jours de deuil national furent décrétés. Le régime avait besoin de transformer ce désastre en un mythe du sacrifice, car reconnaître son ampleur en tant que défaite aurait remis en cause tout l'appareil d'invincibilité que la propagande nazie avait construit depuis 1939. Hitler lui-même reconnut en privé, lors d'une conversation consignée dans les transcriptions de ses monologues au quartier général, que la perte de la 6e armée constituait la plus grave crise de son mandat. Il n'a jamais pardonné à Paulus de s'être rendu. Il y voyait une trahison personnelle. Et pendant les 2 années qui suivirent, chaque fois qu'un commandant allemand demandait l'autorisation d'effectuer un repli stratégique, Hitler opposait systématiquement Stalingrad comme argument. Si la 6e armée avait pu tenir, n'importe quelle unité pouvait tenir. Le paradoxe ultime de Stalingrad est que l'héroïsme réel des soldats de la 6e armée qui ont combattu dans des conditions de privation extrêmes avec une efficacité tactique qui surprend encore aujourd'hui les historiens qui étudient ces opérations en détail a été utilisé par le régime qui les avait envoyés là-bas pour justifier des ordres encore plus suicidaires à l'avenir. La 6e armée fut reconstituée. L'Allemagne renuméra ses divisions, réorganisa ses unités, plaça de nouveaux commandants à la tête de structures portant le même nom. Mais les soldats qui le savaient, les rares qui avaient été là-bas et avaient survécu, ne considéraient pas cette nouvelle unité comme la même armée. La véritable 6e armée, celle qui avait traversé la Meuse et le Dniepr, celle qui avait bouclé l'encerclement de Kiev et versé son sang dans les usines de Stalingrad, cette armée-là n'a pas été vaincue. Elle a été anéantie. Et il y a une différence entre ces deux choses que seuls comprennent ceux qui ont dû un jour l'affronter de front. Le dernier groupe de prisonniers allemands de Stalingrad à être rentré en République fédérale d'Allemagne le fit à l'automne 1955, lorsque le chancelier Konrad Adenauer négocia avec le gouvernement soviétique de Nikita Khrouchtchev le rapatriement des derniers 9500 prisonniers de guerre encore détenus, 12 ans après la fin de la bataille. C'étaient des hommes qui étaient entrés à Stalingrad à l'âge de 20 ans et qui en ressortaient à 32 ans. Ils avaient vécu dans les camps soviétiques tout au long du régime de Staline et de la mort du dictateur, tout au long du processus de déstalinisation et de l'émergence d'une Union soviétique différente. Ils avaient appris le russe par nécessité. Ils avaient travaillé dans les mines, dans les usines, dans le bâtiment, partout où on les avait affectés. Ceux qui avaient une famille qui les attendait ont souvent découvert que celle-ci s'était reconstruit une vie en leur absence, que les enfants qu'ils avaient laissés derrière eux étaient désormais des adultes qui ne se souvenaient plus d'eux. Friedrich Paulus,
fut libéré de l'Union soviétique en 1953, peu après la mort de Staline, et s'installa à Dresde, en République démocratique allemande, où il vécut jusqu'à sa mort, le 1er février 1957, jour du 14e anniversaire de la capitulation de son corps d'armée du Nord. Il rédigea des mémoires dans lesquels il tentait d'expliquer ses décisions. Depuis lors, les historiens débattent de ses explications. Le général von Seydlitz-Kurzbach, qui avait tenté de persuader Paulus d'agir, fut retenu en Union soviétique jusqu'en 1955. Pendant sa captivité, il collabora activement avec les soviétiques en tant que membre du Comité national pour une Allemagne libre, ce qui lui valut une condamnation par contumace à la peine de mort pour trahison en Allemagne de l'Ouest, sentence qui fut annulée en 1956. Le général Karl Strecker, qui a résisté 2 jours de plus que Paulus dans les ruines du secteur nord, a été libéré en 1955. Il est décédé en 1973. Quant aux hommes qui n'étaient pas généraux, à ceux qui n'avaient ni mémoires à publier ni interviews à accorder, les quelques 6000 qui survécurent pour rentrer en Allemagne ont emporté avec eux quelque chose qui n'avait pas de nom dans le vocabulaire de l'après-guerre. Ce n'était pas simplement le traumatisme de la guerre, c'était l'expérience spécifique d'avoir fait partie de ce qui avait commencé comme la plus grande force militaire que leur pays eût jamais créée et qui s'était terminé par un numéro dans un registre soviétique de prisonniers dans un camp de travail à des milliers de kilomètres de la Volga. Beaucoup n'en ont jamais parlé. La culture allemande d'après-guerre ne laissait pas de place à ce type de récit. Ni en tant qu'héroïsme, car le régime qui les y avait envoyés était criminel, ni en tant que victimisation, car l'armée dont il faisait partie avait commis des crimes avérés sur le même territoire où elle avait été anéantie. Les soldats de la 6e armée qui sont rentrés chez eux se sont retrouvés pris au piège d'un malaise historique que l'Allemagne d'Adenauer et de Willy Brandt a lentement surmonté au fil des décennies. Ceux qui ne sont pas revenus, les 220 000 ou plus qui sont morts au combat ou dans les camps, restent pour la plupart non identifiés. Leurs familles ont reçu, dans la plupart des cas, une notification officielle de disparition au combat, une catégorie qui pendant des années a entretenu l'espoir qu'ils soient encore en vie dans un camp soviétique, une possibilité qui s'est progressivement écartée au fil des années et en l'absence de nouvelles. La bataille de Stalingrad a fait plus de victimes parmi les combattants et les civils des 2 camps que n'importe quelle autre bataille isolée de toute la Seconde Guerre mondiale. Les estimations académiques les plus prudentes font état d'un total compris entre 750 000 et 850 000 morts entre août 1942 et février 1943. Certaines estimations incluent les civils tués lors du bombardement initial d'août et les victimes du territoire soviétique occupé pendant la bataille, et portent ce chiffre à plus d'1 million. Ce chiffre est abstrait, à l'échelle où les grands nombres le sont toujours. Mais derrière chaque unité de ce nombre, il y avait quelqu'un qui avait un nom, qui avait à un moment donné une famille qui attendait des nouvelles, qui avait peur de quelque chose de précis et espérait quelque chose de concret. Le soldat qui a laissé ces mots écrits sur un bout de papier retrouvé des années plus tard parmi les décombres de la ville, celui qui a écrit qu'il n'avait plus peur de mourir, mais de mourir seul sans que personne ne connaisse son nom, ce soldat ne savait pas qu'il écrivait l'épitaphe collective de toute cette génération. Il ne savait pas que ces mots seraient, des décennies plus tard, lus par des gens dans un monde qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Mais elles sont parvenues jusqu'à nous, et cela doit bien vouloir dire quelque chose.